Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez beaucoup de mal avec le contrôle technique. Et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, effectivement, si mon véhicule a plus de 4 ans, je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Cependant, c'est plus complexe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous expliquer sur le contrôle technique. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, vous savez tout. Alors, lorsque vous achetez un véhicule, donc un véhicule neuf, vous devez réaliser le contrôle technique au cours des 6 mois avant le 4e anniversaire de la date de mise en circulation du véhicule. Prenons un exemple. Imaginons que votre véhicule a été mis en circulation le 1er octobre 2020. Alors, le premier contrôle technique doit avoir lieu entre le 1er avril 2024 et le 30 septembre 2024. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette date ? Après cette date, vous devez réaliser le contrôle technique au plus tard tous les 2 ans. Par exemple, on reste dans ce cas-là. Vous avez réalisé votre contrôle technique, disons le 30 septembre 2024. Ça veut dire que le prochain contrôle technique devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2026. Et celui d'après devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2028. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Les usagers de trottinettes n'ont pas à respecter le code de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si, évidemment, même les piétons doivent respecter le code de la route. Tous les usagers de la route doivent respecter le code de la route. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 5. Je m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue A. Un refus d'obtempérer. B. Un délit de fuite. Alors, là-dessus, vous faites souvent des erreurs entre refus d'obtempérer et délit de fuite. Alors, un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour constater des dégâts matériels ou physiques. Alors qu'un refus d'obtempérer, c'est lorsque un policier veut effectuer un contrôle de votre véhicule et que vous ne vous arrêtez pas. Là, ça s'appelle un refus d'obtempérer. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. J'arrive sur un virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, tu vois ici ces petites valises, c'est ce qu'on appelle des balises à chevrons qui indiquent donc un virage dangereux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. J'utilise mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à la question « J'utilise mes feux de route ». Déjà, il faudrait se poser la question de quand est-il obligatoire d'utiliser ces feux de route? Alors, les feux de route sont à utiliser la nuit, sur route et agglomération non éclairée. Cependant, il est interdit d'éblouir d'autres usagers de la route. Par exemple, en les croisant ou en les dépassant. Donc ici, certes, on est sur une route plutôt non éclairée, donc on pourrait utiliser nos feux de route. Cependant, on voit bien ici que d'autres usagers nous croisent. Donc ici, je ne peux pas utiliser mes feux de route. À la deuxième question, je fais un appel de phare. Alors ici, vous voyez bien que la voiture qui nous croise, elle est en feu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous éblouit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel de phare pour que cet usager prenne conscience qu'il est en train d'éblouir tout le monde. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 9. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau « Céder le passage à 150 mètres ». Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement? Non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 10. Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. Hein. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%. Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau.
le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, enfin, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire, ça va être la carte grise du véhicule, et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 13. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. L'ESP permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les accidents. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. C'est l'acronyme de Electric Stability Program. Sa fonction, en fait, est d'assurer le maintien de la trajectoire de la voiture en cas d'obstacle. En aucun cas, il vous permettra d'éviter les accidents. Alors, j'ai mis une petite vidéo avec l'évitement d'un obstacle avec ESP et sans ESP. Donc, en dessous, l'ESP est activé. Au-dessus, l'ESP n'est pas activé. On peut voir que en dessous, la voiture est beaucoup plus stable. Alors, je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite parce que à chaque examen officiel, il y a au moins une question sur les aides à la conduite. Voilà. Donc ici, les bonnes réponses sont donc les réponses A et D. Question numéro 15. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il faut que tu saches que quand tu t'engages dans un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à suivre. Il y a la procédure pour prendre la sortie de droite, la procédure pour prendre la sortie en face, la procédure pour prendre la sortie à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors ici, si on regarde la carte, on voit que pour prendre l'autoroute, on devra prendre la sortie de gauche. Alors, quelle est la procédure pour prendre la sortie de gauche lorsque on rentre dans un carrefour à sens giratoire? Alors, tout d'abord, on va se mettre sur la voie de gauche avant d'entreprendre ce carrefour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir laisser le passage aux véhicules qui viennent de gauche, car c'est un carrefour à sens giratoire. Lorsqu'on est dans le carrefour, on prend la voie toujours de gauche dans le carrefour à sens giratoire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on va devoir tout d'abord faire un contrôle du rétro droit, puis de l'angle mort droit. Ensuite, on va mettre nos clignotants à droite pour se décaler sur la voie de droite. Et arrivé à la sortie, on fait tout d'abord un contrôle gauche, angle mort gauche, puis contrôle droit, angle mort droit, au cas où si il y a un vélo. On met le clignotant à droite et on s'insère dans la sortie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien placé pour prendre l'autoroute? Bah oui, je suis bien placé, parce que je suis sur la voie de gauche, et la sortie pour prendre l'autoroute est celle de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important, cela nous permet d'être mieux référencés, et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 16. Il est préférable d'écouter de la musique avec A. Des écouteurs, B. La radio. Alors, bien sûr, il est totalement interdit d'écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. Si vous voulez écouter de la musique, utilisez votre poste de radio. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Mon intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le poids lourd devant moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, concernant l'intervalle de sécurité, donc question redondante, qui va sûrement vous être posée à l'examen. Comment faire pour savoir si on respecte cette distance de sécurité? On regarde les lignes de rive à droite. Ici, on voit qu'il n'y a même pas une demi-ligne de rive, donc on n'a pas les deux lignes de rive qui nous séparent avec le véhicule qui est devant nous. Donc, mon intervalle de sécurité n'est pas suffisant. De toute façon, on aurait pu le voir même visuellement. Hein. On est beaucoup trop près, on roule à 86 km/h. Ensuite, est-ce que je peux dépasser le poids lourd? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer sur le rétroviseur extérieur gauche qu'il y a un véhicule qui est en train de nous dépasser. En tout cas, qui est très très proche de nous. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 18. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc, le repos est nécessaire. Donc, le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu ? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps ? La réponse est non. Question numéro 21. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse.
Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 22. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire ni à manger, quoi qu'il arrive, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Avant un départ, j'évite. Réponse A, de préparer mon itinéraire. Réponse B, de circuler entre 2h et 5h du matin. Alors, bien sûr, avant un départ, le mieux est de préparer son itinéraire afin d'avoir le moins d'anxiété et le moins d'angoisse durant le trajet. Par contre, il est mieux d'éviter certains horaires, notamment entre 2h et 5h du matin, car ce sont les heures à risque en termes de somnolence. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 24. Le niveau de vigilance est plus faible. Réponse A, entre 13h et 15h. Réponse B, entre 18h et 20h.
Alors, chose importante à savoir, le niveau de vigilance est le plus faible entre 13h et 15h et entre 2h du matin et 5h du matin. Donc, ici, entre 13h et 15h, ça va correspondre à l'après-déjeuner, donc à la digestion. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 25. Placé à cet endroit, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, la signalisation indique qu'il est interdit de stationner et de s'arrêter sur une distance de 750 mètres. Par contre, cette interdiction commence à partir de l'implantation du panneau et se finira dans 750 mètres. Donc, normalement, je pourrais m'arrêter et stationner avant le panneau. Oui, mais là, il y a une règle générale, en fait, qui vous interdit de stationner ou de vous arrêter devant un panneau quelconque. Devant toute signalisation, vous n'avez pas le droit ni de vous arrêter, ni de vous stationner. Donc, dans ce cas-ci, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D. Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard. Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement pour pouvoir croiser les véhicules et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 27. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième, donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 28. Les branches des lunettes peuvent affecter le champ de vision. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la notion de champ de vision, on va pas la traiter aujourd'hui, parce que là, on est sur un test. Bon, là, je vous ai mis une petite image que vous pouvez retrouver sur le cours de la formation. Donc, je vous laisse aller dans la formation pour voir vraiment ce que c'est que le champ de vision. Alors, concernant les lunettes, alors bien sûr, la largeur des branches sur les lunettes, notamment les lunettes de soleil, peuvent affecter le champ de vision. Donc, privilégiez toujours des lunettes avec des branches minces pour avoir le champ de vision le plus étendu possible. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement, d'abaisser quand on peut le faire, sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C, 54 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 31. Mélanger
Alcool et médicaments augmentent les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogues vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue, et là la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, la carte grise. Alors, les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: le permis de conduire, la carte grise et la preuve du contrôle technique. Ça peut être tout simplement le timbre collé sur la carte grise. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre contrôle technique. Sachez que l'assurance n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule, tout simplement parce que maintenant ils ont un fichier. Donc c'est le fichier FVA, le fichier des véhicules assurés, et donc ils peuvent vérifier par eux-mêmes avec le numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez, pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours, qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique, elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi
valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc, tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule ? Bah, la réponse est non. Question numéro 34. La limitation de vitesse prend effet. Réponse A, à 150 mètres. Réponse B, à 50 mètres. Le passage piéton se trouve. Réponse C, à 150 mètres. Réponse D, à 50 mètres. Alors, tu dois savoir que chaque catégorie de panneaux a ses propres débuts, fins et étendues de prescription. Par exemple, les panneaux d'interdiction prennent effet à l'implantation du panneau et prennent fin à la prochaine intersection. Les panneaux de danger, quant à eux, sont ponctuels. Donc, ils annoncent un danger à 150 mètres hors agglomération et à 50 mètres en agglomération. Donc, ici, la limitation de vitesse ne prend effet ni à 150 mètres ni à 50 mètres. Elle prend effet à l'implantation du panneau. Quant au passage piéton, vu qu'on est en hors agglomération, il se trouvera à 150 mètres. Alors, pour tous ceux qui se sont dit, mais comment savoir si on est hors agglomération ou en agglomération ? Il y a énormément d'indices qui vous prouvent qu'on est hors agglomération. Pour ceux qui veulent connaître ces indices, je vous incite réellement à aller dans la plateforme pédagogique en description de la vidéo. La bonne réponse ici est la réponse C.
Question numéro 35. L'autopartage permet de diminuer le rejet de CO2, oui réponse A, non réponse B, de réduire le parc automobile, oui réponse C, non réponse D. Effectivement, l'autopartage permet la diminution de rejet de CO2 et de réduire le parc automobile. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. Super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne dans un tunnel en t'abonnant. Les diodes bleues permettent, et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. B. D'éclairer la chaussée. C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route. Vous voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 m. Sur les routes, avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou d'estimer les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, la distance de sécurité, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 37. Je circule sur route à chaussée séparée, avec mes feux de réponse A, route, réponse B, croisement. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 110 km/h. Alors ici, comme il y a du brouillard, on va rouler en feu de croisement, mais également en feu de brouillard avant et arrière. Interdit de rouler ici avec les feux de route. Concernant la vitesse maximale autorisée, étant donné qu'on est sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cependant, il y a du brouillard et sur route à chaussée séparée, comme le montre ce document, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Alors, comment savoir si la visibilité est inférieure à 50 mètres ? On voit très bien ici sur les lignes de rive qu'on ne voit pas plus loin que cette ligne de rive-là. Très bien, mais quelle est la longueur de cette ligne de rive ? Ça, c'est vraiment du court. Donc, sur une route à chaussée séparée, la ligne de rive fait 20 mètres et l'interligne fait 6 mètres. Donc ici, on ne voit pas au-delà de 26 mètres. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 38.
le piéton a la priorité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C, une perte de 6 points. Réponse D, une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de céder la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. Et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir
ta formule. Question numéro 39. Il est recommandé de faire des pauses A. Toutes les 2 heures, B. Toutes les 3 heures, C. Toutes les 6 heures. C'est bien connu, sur la route, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes environ, toutes les 2 heures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.